Je vois qu'on a pas mal de monde qui nous a rejoints, donc je pense qu'on va démarrer le webinaire. Donc, bienvenue à tous, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce webinaire sur le nouveau règlement européen, qui concerne les évolutions liées à la filière recyclage des batteries, organisée par le groupe UPRJ. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire une courte introduction sur le groupe UPRJ. Donc, UPRJ est un leader européen de solutions d'énergie autonome pour tous les produits type batterie, piles, chargeurs et éclairage depuis plus de 30 ans. Le groupe possède aujourd'hui un éventail de 5 marques pour répondre à toutes les typologies de clients. Donc la marque All Batteries pour les professionnels des secteurs privés et publics, la marque Enix Energy pour les revendeurs et distributeurs, la marque Enix Power Solutions pour les fabricants et intégrateurs, la marque Hawkwoods pour les professionnels de l'audiovisuel, ainsi que la marque Millenpil pour les clients particuliers. En quelques chiffres, Rupergy, c'est 44 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024, 290 salariés, 4 ateliers de production et une présence sur 5 pays. Donc, le sujet du webinaire, le sujet du jour, porte sur l'aspect recyclage du nouveau règlement européen. Donc, comme vous le savez ou peut-être pas, la Commission européenne a décidé de bouleverser les règles en renforçant les obligations en matière de durabilité vis-à-vis des batteries et la gestion de leurs déchets. Donc, ce webinaire est là pour vous présenter ces changements. À tout moment, vous avez un chat qui est disponible. Vous pouvez poser vos questions. Nous apporterons une réponse en fin de webinaire. Je signale que le chat est privé, donc vous ne verrez pas forcément les questions posées par les autres auditeurs et auditrices. Mais en tout cas, nous, de notre côté, on voit toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Une vidéo replay sera également disponible que l'on vous enverra à la fin du webinaire. Je ne me suis pas encore présenté. Je suis Younes Mouechka, donc responsable marketing digital et communication du groupe. Et c'est moi qui serai en charge d'animer ce webinaire. Je serai accompagné de Lisa Piget, responsable RSE du groupe. Bonjour à tous. Bonjour Lisa. Et Johan Croizat, directeur marketing, RSE et relations publiques. Bonjour. Je vais vous donner donc le plan de ce webinaire. Il va se dérouler en 3 phases. On a la première partie où nous vous donnerons une définition du règlement européen relatif aux batteries et à la gestion de leurs déchets, axée sur le chapitre 8 du règlement qui porte sur les exigences RSE liées à la gestion des déchets. En seconde partie, nous vous préciserons nos responsabilités en tant que metteurs sur le marché, soumis à la filière de responsabilité élargie du producteur, ainsi que la responsabilité de nos clients. Et en troisième partie, nous vous expliquerons pourquoi, en tant qu'acteur de la chaîne de valeur du PERJ, vos coûts risquent d'être impactés. De plus, nous vous apporterons toutes les informations nécessaires pour comprendre le schéma vis-à-vis de la traçabilité des déchets. Donc, comme je vous le disais dans le sommaire, nous allons démarrer donc avec une définition globale de ce règlement européen et les enjeux RSE de celui-ci. Je laisse pour cette partie la parole à Lisa. Alors, en ce qui concerne le cadre réglementaire de l'Union européenne, donc jusqu'à aujourd'hui, on a appliqué la directive de 2006, qui est une directive à transposition nationale, donc c'est-à-dire qu'il y avait une certaine souplesse d'interprétation dans les États membres de l'Union européenne. Donc cette directive, elle, est relative aux piles et aux accumulateurs ainsi qu'à leurs déchets, donc sur tous les produits commercialisés au sein de l'Union européenne. Son objectif principal était de réduire l'impact négatif sur l'environnement, donc en limitant principalement les substances dangereuses dans les produits commercialisés, mais aussi en améliorant la collecte des déchets. Et 2 catégories étaient donc concernées dans cette directive. Nous avions la catégorie portable et la catégorie industrielle. Donc aujourd'hui, les exigences établies dans la directive de 2006 ne permettent plus de traiter efficacement les enjeux RSE et stratégiques de l'Union européenne et doivent donc être renforcées par le règlement de l'Union européenne de cette année 2023. Donc, quelles sont les nouveautés du règlement de 2023 ? Donc, il a en effet été conçu pour faire des piles et des batteries un secteur modèle de transition écologique, mais aussi social, en garantissant tout de même la compétitivité et la résilience industrielle de l'Union européenne. Donc, c'est comme la directive de 2006, un règlement relatif aux batteries et aux déchets de batterie. Donc, son objectif principal est de pouvoir prévenir et réduire les effets néfastes des batteries sur l'environnement en garantissant une chaîne de valeur sûre et durable sur toutes les batteries. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une vision complète sur le cycle de vie du produit en renforçant l'économie circulaire. 5 catégories de batteries sont concernées dans ce règlement. Donc, on a la catégorie portable et industrielle, comme dite dans la directive de 2006. Et nous avons 3 nouvelles catégories que nous allons vous définir un peu plus tard.
donc les catégories de moyens de transport léger, donc la catégorie MTL, la catégorie de démarrage, donc SLI, et la catégorie de véhicules électriques VE. Toutes ces nouveautés du règlement qu'on va vous présenter aujourd'hui vont s'appliquer à partir du 18 août 2025, date qui a été annoncée dans le cadre du règlement européen. En ce qui concerne les objectifs, donc comme l'a expliqué un peu Younes, effectivement, le nouveau règlement vient bouleverser les règles. Ce qui fait qu'il vient renforcer en fait l'approche RSE en plaçant au cœur du secteur industriel une certaine responsabilité environnementale dans laquelle chaque acteur du marché devient un maillon essentiel à la mise en place d'une économie circulaire. En effet, il ne s'agit pas ici uniquement de renforcer la gestion des déchets des piles et de batteries, mais il s'agit aussi de repenser tout le cycle de vie des piles et des batteries, que ce soit de leur conception à la seconde vie, lorsque cela est possible, pour éviter par exemple la pénurie des ressources en utilisant des matériaux recyclés, ce qui forcément aura un impact économique favorable pour le secteur. Il y a aussi l'amélioration de l'information aux utilisateurs qui revient à aider à l'économie circulaire. Merci Lisa pour cette définition. Maintenant qu'on a une définition globale, il me semble important qu'on ait la définition des termes principaux qui définissent ce nouveau règlement. Il me semble, Johan et Lisa, que vous avez préparé une liste des 5 termes à connaître, les 5 termes principaux que nous devons connaître. Tout à fait. Donc, dans le cadre de la gestion des déchets, on vous a ici indiqué les termes clés du règlement. Donc, on commence tout d'abord avec ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur, qui est la REP. Donc, ça concerne tous les producteurs qui vont être du coup responsables de la gestion des déchets qui vont être générés par leurs produits, et cela tout au long de leur cycle de vie, y compris après l'utilisation du produit. Donc, les producteurs vont avoir l'obligation de financer un éco-organisme pour toute la gestion des déchets, c'est-à-dire pour la collecte, le tri, le recyclage et le traitement des piles et des batteries qui sont mis sur le marché de l'Union européenne. La deuxième définition qu'on a sélectionnée pour vous, c'est la définition de mise sur le marché. C'est un acte important puisque celui-ci conditionne finalement tout un tas d'obligations pour celui qui est responsable de cette mise sur le marché. L'action de mise sur le marché, c'est donc la première disposition d'une batterie dans un pays du marché de l'Union européenne. Et donc cette première disposition est matérialisée par une vente. Donc la première vente d'une batterie dans un pays de l'Union européenne sert d'acte pour la mise sur le marché. En ce qui concerne maintenant la troisième définition, donc le metteur sur le marché, c'est tout simplement toute personne physique ou morale qui va mettre sur le marché une batterie à titre professionnel pour la première fois dans l'un des pays de l'Union européenne. La quatrième définition, elle est assez globale, hein, c'est donc les opérateurs économiques, donc c'est tous les intervenants dans la chaîne de valeur des batteries en Europe et auxquels s'appliquent de nouvelles obligations en fonction de son statut. Hein. Donc c'est dans ces opérateurs économiques, vous en tant que client, vous êtes aussi derrière cette étiquette-là. Et pour finir, donc la dernière définition qui concerne l'éco-organisme, qui est appelé par le règlement européen une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs. Donc là, c'est une entité juridique qui, sur le plan financier et ou opérationnel, veille au respect des obligations de REP pour le compte de plusieurs producteurs. Donc, par exemple, sur le marché français, vous avez actuellement 2 éco-organismes qui sont spécialisés sur la gestion des déchets de piles et de batteries, qui sont donc Battery Box et EcoRepi. C'est ce système d'éco-organisme hein, qui va être en place dans tous les pays de l'Union européenne a un système de financement simple qui est que 100% de ces financements viennent de sa collecte auprès des acteurs de la filière. Donc les metteurs sur le marché payent au moment où ils mettent sur le marché et c'est ce financement-là qui sert à couvrir tous les frais de collecte et de retraitement des batteries, des piles en l'occurrence en fin de vie. Donc, vous avez, Lisa, il me semble que vous avez cité un terme, les acteurs du marché sous responsabilité élargie du producteur. Est-ce que tu peux nous expliquer qui sont ces acteurs, Lisa et Tout Johan? à fait. Oui. Alors, on a le premier acteur du marché qui est donc le fabricant marché d'un État membre sous ses marques ou alors sous celles de ses clients qui sont hors de l'Union européenne. Donc, par exemple, nos marques commerciales sont un parfait exemple en tant que fabricant metteur sur le marché. Le deuxième acteur est donc l'importateur. Hein. Là, on est vraiment sur la définition standard de l'importateur. Donc, c'est vraiment une entreprise de l'Union européenne qui est donc basée dans un pays qui va importer une batterie en Europe. Euh,
il peut aussi se retrouver metteur sur le marché si, en plus de l'importer, il la revend lui-même dans un des pays de l'Union européenne. Mais c'est pas forcément le cas, puisqu'il peut aussi importer et revendre à une autre entité qui lui-même mettra sur le marché d'un pays. Donc c'est pour ça que il n'a pas forcément l'étiquette obligatoire de metteur sur le marché, mais il peut avoir cette casquette. Comme troisième acteur, on a le distributeur. Donc, c'est autre qu'un fabricant ou qu'un importateur. Et c'est une entreprise qui ne fabrique pas de batterie ou alors qui ne vend pas de batterie sous sa propre marque. Donc, le distributeur se contente uniquement de revendre des produits aux professionnels ou aux particuliers. Les opérateurs économiques, bien on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est donc l'ensemble des intervenants sur la chaîne de valeur, donc les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les consommateurs, qu'ils soient B2B ou B2C. Je vois il y a une petite question dans le chat, je vous propose d'y répondre tout de suite. On est peut-être allé un petit peu vite sur le nom des deux éco-organismes qui sont actuellement en place pour la catégorie portable. Donc le premier, c'est BatteryBox, qui s'appelait historiquement Screlec, et le deuxième, c'est Corepil. Tout à l'heure, Lisa, il me semble que c'était lors de la toute première slide, tu avais parlé de 5 catégories, que le règlement avait été découpé en cinq catégories. Est-ce que tu peux nous expliquer cela? Tout à fait. Alors, en ce qui concerne la première catégorie, on a la catégorie historique, hein, qui est la catégorie portable. Donc ici, on l'a classée comme une batterie de 5 kg ou moins, qui va être conçue pour un usage grand public, utilisé dans des appareils électroportatifs, des appareils domestiques ou des équipements de loisirs. Donc ça peut être par exemple une batterie d'ordinateur portable. Ce critère de 5 kilos a été introduit, hein, par le règlement, puisque la catégorie portable existait auparavant, mais elle n'était pas forcément précisée de la même façon. Un deuxième critère a été aussi introduit pour exclure certaines batteries de cette catégorie, c'est la technologie. Donc en fait, une batterie de technologie plomb au sens du règlement, ne peut plus être, pardon, rattachée à la catégorie portable. Elle va donc être mécaniquement plutôt rattachée à la catégorie suivante, donc la catégorie de batterie industrielle, avec la définition quand même suivante, qui est que cette batterie, à la base, historiquement, hein, sur son premier usage, a été conçue pour un usage industriel, professionnel. C'est cette première application qui va définir que celle-ci est une batterie industrielle, même si par la suite, cette même batterie est utilisée dans des applications qui vont être des applications plus orientées pour le particulier. Voilà, donc c'est bien cette première conception qui va être déterminante. Ces batteries industrielles, bah, vous les connaissez bien, hein, il y en a dans la plupart des applications que vous utilisez tous, en tant que client d'All Batteries ou d'Enix Power Solutions. Et donc, on les retrouve dans tout un tas d'applications, avec l'exclusion des applications qui ont été, cette fois-ci, prévues dans les nouvelles catégories, dont l'AMTL. Effectivement, donc la MTL, qui est une nouvelle catégorie, est définie comme une batterie inférieure ou égale à 25 kg, spécifiquement conçue pour fournir l'énergie électrique nécessaire à la traction de véhicules. Donc là, on peut parler des batteries de vélos électriques ou de trottinettes électriques. Et c'est donc ce poids, j'en profite pour rebondir aussi sur une question qui arrivait dans le chat, c'est bien le poids de la batterie complète, hein, et pas juste de la partie électrochimique de la batterie, hein, donc c'est boîtier compris, protection comprise. Et donc effectivement, lorsque cette batterie fait plus de 25 kilos et a été prévue pour de la traction, hein, à ce moment-là, elle passe dans la catégorie véhicule électrique. C'est une catégorie qu'Upergy ne commercialise pas. Mais voilà, nous avions la volonté quand même d'être complet sur le sujet et de vous présenter l'ensemble des catégories. Donc là, voilà, on va pas s'attarder sur celle-ci. Mais voilà, l'objectif du règlement, c'est de couvrir 100% des batteries, hein, qui sont mises sur le marché. Et donc il reste la dernière catégorie. Lisa, si tu peux nous en dire un mot. Oui, donc la dernière catégorie SLI, donc démarrage, éclairage et allumage, qui est une batterie qui va être spécifiquement conçue pour fournir de l'énergie électrique au système de démarrage, d'éclairage ou d'allumage. Donc là, on peut parler des batteries de moto pour démarrage ou alors d'une batterie de bateau avec un moteur thermique. Effectivement, groupe électrogène ou d'autres applications qu'on pourrait trouver dans l'industrie. Là, vous
pouvez voir un peu, si vous avez besoin de plus de détails sur ce qu'on vous présente dans le cadre du chapitre 8 du règlement de la gestion des déchets de batterie, nous vous avons mis les articles de référence pour que vous puissiez y voir plus clair si besoin. Très bien, donc 5 catégories qui couvrent à peu près toutes les batteries. Beaucoup, hein, tout un large programme. Je vais faire une petite pause. Je vous laisse boire un coup pour Lisa, justement, et respirer pour Johan, pour rappeler à nos auditeurs, auditrices, il y a le chat, que vous êtes pas mal actifs, et on a Johan qui est assez réactif également, qui répond en même temps aux questions. Voilà, n'hésitez pas, posez vos questions, on les traitera toutes. Bah, On va passer à... je fais quand même une petite sélection, hein. Je réponds aux questions Oui, simples. Il y a quand même quelques questions plus compliquées qu'on va garder peut-être pour la fin. en effet, c'est là on Mais les c'est vrai que gardera. voilà, les questions Donc, on les simples, autant gardera les pour la fin. évacuer au fur et à mesure. Donc, on va passer à la slide suivante qui concerne les objectifs. Vous avez dit que ce règlement a fixé des objectifs liés à la gestion des déchets. Euh, Quels sont en effet ces objectifs et sur quelle temporalité? Il me semble qu'il y a un calendrier ou enfin des échéances que vous avez déterminées. Alors, on va commencer par un calendrier assez global, hein, on va pas s'attarder trop dessus, mais à la base, ce règlement vient déjà challenger les pays, hein, sur des objectifs de collecte, hein, de batteries. Et donc, c'est ce qu'on voit sur le bloc de gauche, hein, en bleu. Ces objectifs de collecte de batteries sont donc différents en fonction des technologies, hein. Ils ne sont pas donc segmentés par rapport aux catégories qu'on vous a présentées précédemment, mais bien sur les technologies. Il y a des filières de collecte qui sont déjà bien organisées, notamment sur le plomb, puisque c'est une technologie qui se recycle bien, qui se réutilise et déjà réintroduit dans l'industrie pour refabriquer de nouvelles batteries. Donc les objectifs de collecte sont à minima déjà assez élevés rien que pour la fin de l'année et vont continuer à augmenter. Sur d'autres technologies, par contre, le challenge est plus important puisque notamment les batteries lithium, ça n'est pas forcément une collecte qui est bien organisée à ce jour. C'est une technologie qui est un peu compliquée à stocker, à collecter, à recycler. Et donc là, il y a un vrai challenge pour les pays et pour les éco-organismes qui vont être agréés pour venir collecter des batteries lithium et tenir les engagements qu'a imposé le règlement européen. De la même manière, dans le bloc de droite, en rose, on va retrouver d'autres objectifs qui sont eux aussi imposés aux différents États, mais qui concernent plus cette fois-ci l'industrie, puisque en fait, il y a une problématique au niveau Europe qui est que nous n'avons pas de gisement de matières premières. Et si on veut à un moment donné avoir une industrie qui elle-même est autonome et qu'on puisse reprendre la main, comme vous le savez, c'est un gros objectif, hein, géopolitique d'avoir une industrie européenne forte et indépendante. Pour garantir cette indépendance, les choses sont organisées et le règlement organise les choses pour qu'on réutilise le gisement qui est en circulation. Donc le gisement de batterie qui est actuellement en circulation doit être collecté, mais doit être aussi retraité pour qu'on arrive à extraire à nouveau les matières premières de façon assez pure pour les réinjecter dans nos propres industries, notamment les gigafactories qui sont en train d'être construites en France et en Europe. Et donc là, il y a un enjeu vraiment industriel, puisque à ce jour, même s'il y a des procédés qui ont été validés pour faire cela, leur industrialisation est encore en cours. Et donc, il y a un vrai enjeu d'aller au bout de ces projets-là et de les connecter à nos industries de fabrication, notamment de cellules lithium, puisque l'enjeu est majeur sur cette technologie. Et donc, c'est pour ça il y a d'autres objectifs, cette fois-ci, dans notre capacité à revaloriser donc les matières dans les batteries qui auront été collectées et qui correspondent au bloc de gauche. Voilà. Donc double enjeu pour les pays et pour l'industrie française et européenne. En effet, donc on a d'un côté la collecte des batteries et d'un côté des objectifs de revalorisation des matières premières. Et on a un calendrier pour les échéances prochaines de ce règlement, Oui, Johan? effectivement, là, ça c'est donc on était sur une approche très macro, hein, qui a des échéances 2025, mais aussi 2027 et plus. Le calendrier qui, lui, nous concerne tous plus directement, c'est un calendrier qui se déroule sur l'année, qui est déjà en train de se dérouler. La France a un petit peu de retard, hein, sur le déploiement de ce règlement. Néanmoins,
une date qui a été annoncée en introduction reste quand même un peu la date cible pour faire démarrer ces nouvelles filières. Cette date, donc c'est le 18 août 2025. Pour y arriver jusqu'à cette date, en fait, au mois d'avril seulement, le cahier des charges à destination des éco-organismes volontaires pour faire une demande d'agrément a été communiqué donc aux éco-organismes. Donc c'était hier, hein. Même si les éco-organismes ont commencé bien sûr à travailler le sujet bien avant, ils ont eu finalement un peu les attentes de l'État sur les engagements qu'ils devront prendre le jour où ils seront agréés. Ils sont donc en train de terminer leur demande d'agrément qu'ils enverront au mois de juin, hein. C'est dans ce cadre-là, EPRJ étant administrateur dans l'éco-organisme Batterybox, hein, on participe à des ateliers où on aide Batterybox à monter sa demande d'agrément. Et notamment à essayer d'évaluer aussi la tarification associée qu'il devra et qu'il pourra déployer suite à sa demande d'agrément, en tout cas à la réception de la validation de son agrément. L'État s'est engagé à l'heure d'aujourd'hui à faire des retours sur les demandes d'agrément pour le 18 août, hein, pour que les éco-organismes puissent démarrer de façon opérationnelle le déploiement de ces nouvelles filières de collecte et de recyclage. Et entre-temps, au mois de juillet, le règlement prévoit la mise en place d'un éco-organisme un peu macro, master, qui viendra chapeauter, on le voit, hein, c'est ce qu'on a appelé, enfin c'est au mois de juillet, là, la création de cet éco-organisme, et donc il viendra chapeauter le rôle des éco-organismes qui auront été agréés sur les 5 catégories, sur les différents territoires français et européens, bien sûr, pour les autres pays, hein. Chaque pays fait son travail dans son coin, hein, sur ce sujet, hein. Ce qui a des avantages et des défauts, mais bon. Et donc la deuxième mission de cet éco-organisme un peu qui viendra chapeauter tout ça sera aussi de faire le lien avec les collectivités locales qui auront bien évidemment un rôle important à jouer, mais plus envers les particuliers et organiser cette collecte dans de bonnes conditions. Si tout cela se déroule comme c'est prévu, avec quand même des échéances très courtes, hein, par rapport en tout cas aux acteurs qui interviennent sur le sujet, notamment l'État, à ce moment-là, effectivement, pourra démarrer en janvier, j'ai envie de dire, la collecte auprès des adhérents qui auront, donc les adhérents comme EPRJ, hein, qui auront choisi leurs éco-organismes et qui feront leur première déclaration et qui feront aussi leur premier paiement de mise sur le marché, normalement sur le début de l'année 2026, si le calendrier est suivi. Voilà, donc un calendrier avec des échéances très courtes, hein. On parle d'un sujet qui est en cours et qui devrait être bouclé d'ici la rentrée. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là où le PRG continuera à communiquer avec vous pour vous tenir informé des informations qui sortiront sur le sujet, notamment en cours d'été. Merci, merci Anne-Lisa. Nous arrivons donc à la fin de cette première partie de ce webinaire. On a défini dans la première partie, je fais un petit rappel, on a défini donc le cadre de ce règlement. Il est temps maintenant d'aborder les responsabilités des différents acteurs de la chaîne de valeur, donc le groupe UPRJ en tant que metteur sur le marché et vous en tant que client. Johan, je vais rester avec toi. Peux-tu nous exposer les responsabilités de la marque? On va commencer par nous, par les marques commerciales, et notamment comment est traitée la question de la collecte et du recyclage chez le groupe UPRJ. EPRJ est impliqué dans cette question depuis quasiment le début, hein, notamment avec historiquement EPRJ positionné comme directement agréé avec l'État et s'appuyant sur un dispositif local de la région grenobloise avec des usines de retraitement et des brevets qui ont été déposés pour retraiter les piles et les batteries à l'époque. Heureusement, les choses se sont structurées et donc ce qui a permis aussi de pouvoir généraliser cette démarche-là. Et donc depuis 2011, on est donc adhérent chez Screlec historiquement, qui est devenu Batterybox, donc il y a pas si longtemps. On est donc aussi au conseil d'administration de Batterybox. Et donc bien évidemment, à travers cette implication, on avait aussi comme mission et comme volonté de mettre en place une collecte auprès de nos clients pour éviter que les produits que l'on vend se retrouvent dans des circuits non conventionnels et donc à polluer mécaniquement nos sols et notre pays. Donc c'est en place depuis longtemps. Comment on le matérialisait? Voilà,
On avait un système donc de CPE, contribution pour l'environnement, qui était un deal donc avec vous, avec nos clients, qui vous faisait participer, j'ai envie de dire, au coût de tout ce processus, pour lequel, bien évidemment, EPRJ payait auprès de l'éco-organisme. Et donc, en contrepartie de ce paiement de cette CPE, nous mettions en place un système de collecte agréé chez vous pour pouvoir collecter un maximum de batteries. Avec le règlement, les choses évoluent un peu, puisque, vous l'avez compris, les éco-organismes sont financés finalement par vous, par nous, hein, par les acteurs du marché. Et donc la volonté des éco-organismes, là, la mission s'élargit, hein, il faut tout collecter un maximum pour se faire notre propre gisement de matière, hein, et alimenter nos propres industries. Et donc derrière ces enjeux-là, il y a une vraie dimension coût qui est très importante. Et donc les éco-organismes sont en train d'organiser les choses pour que cette collecte soit un maximum massifiée, pour minimiser les coûts au moins de collecte, hein. Dans le même temps, il y a aussi une organisation pour que les matières qui ne sont pas encore revalorisables aujourd'hui soient détruites et dépolluées, et qu'en même temps, la filière de seconde vie soit, elle, créée pour qu'on puisse réutiliser des batteries en seconde vie d'une manière ou d'une autre, ou revaloriser la matière première quand on peut le faire. Donc tout ça s'organise, tout ça a un coût, et donc là, tout le monde doit payer la mise sur le marché de toutes les batteries, et les éco-organismes viendront mettre en place des points de collecte aux endroits stratégiques pour qu'encore une fois, minimiser les coûts de cette collecte. Donc ça sera plus systématique, vous n'aurez pas plus tous peut-être un point de collecte pour deux raisons. Déjà, il faut des volumes suffisants pour que le coût soit raisonnable, et puis pour des raisons de sécurité, puisqu'il y a de plus en plus de lithium dans les piles et les batteries, et il a été défini que 6 mois de stockage maximum de lithium, c'était à respecter pour limiter les risques. Donc voilà, il y a un minimum de rotation à avoir pour minimiser les coûts et les risques. Voilà. Mais c'est comme ça que la question du recyclage a été traitée et va maintenant être traitée par EPRJ pour simplement respecter les règles du règlement. Donc on le voit, hein, l'obligation du PRJ, donc Dole Batteries et de d'Enixport Solutions, nos marques commerciales, c'est bien évidemment d'agréer un éco-organisme, ça comme 100% d'émetteurs sur le marché, hein. Il va y avoir une chasse qui va être faite ils les appellent les freelance, pas les freelance, pardon, les freeriders. Donc bien évidemment, ces gens qui mettent sur le marché sans payer vont être en tout cas recherchés pour les faire rentrer dans leur rang, pour effectivement éviter aussi de créer un désavantage concurrentiel pour les gens qui ne respecteraient pas les choses. Et donc c'est important aussi en tant que client de vous assurer que votre fournisseur est bien adhérent à un éco-organisme. Donc à ce titre-là, il s'est enregistré, hein, au registre des producteurs, et donc en tant que metteur sur le marché, et donc il doit avoir un numéro unique qui doit pouvoir vous fournir. On doit bien évidemment proposer et sensibiliser les clients, comme on le fait aujourd'hui, hein, avec ce webinaire. Et, euh, et puis trouver des solutions si possible et être acteur pour accompagner la seconde vie, comme on le fait également, quoi. Voilà, je Merci. pense que j'ai fait le tour. C'est donc les responsabilités du PRJ ou des marques commerciales du PRJ en tant que metteur sur le marché. Lisa, est-ce que les clients de ces marques ont également des responsabilités? Quelles sont? Pour la marque All Batteries, par exemple? Alors, tout à fait, Younes. Donc, en tant que client All Batteries, hein, il y a certaines obligations et exigences qui sont bien définies dans le règlement. Donc, tout d'abord, ça a été un peu expliqué par Johan, mais effectivement, c'est important que vous ayez et vous demandiez les informations à votre fournisseur, donc qui concernent l'identifiant unique, pour qu'il soit bien enregistré dans le registre des producteurs dans le cadre des nouvelles filiales de recyclage. Et il est important aussi que vous puissiez avoir toutes les informations des batteries concernant la sécurité, l'utilisation et l'étiquetage du produit. Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, en tant qu'acteur de la chaîne de valeur du produit, il est important que vous puissiez aussi et vous devez participer aux objectifs de taux de collecte qui ont été aussi présentés par Johan et fixés par l'Union européenne. Donc, soit effectivement, on facilite la collecte des déchets, donc en déposant comme il se doit les produits dans les points de collecte dédiés,
auquel vous aurez des informations à ce sujet-là, de savoir comment on fait pour déposer les produits. Soit aussi, comme l'a expliqué Johan, la possibilité de faire une demande pour devenir point de collecte en respectant certaines conditions qui sont donc demandées par les éco-organismes. Il est important aussi, dans le cadre du règlement, pour pouvoir répondre à cet objectif d'économie circulaire, d'opter pour le reconditionnement dès lors que cela est possible. Donc, ça va renforcer, comme je le dis, l'économie circulaire. Il sera, du coup, avec le règlement, indispensable d'adopter aujourd'hui une stratégie de seconde vie et de réemploi des produits quand on pourra le faire, en faisant, par exemple, appel à des entreprises qui seront spécialisées sur le sujet. On va passer à la marque Enixport Solutions et on va passer la main à Johan. Peux-tu nous expliquer les responsabilités des clients, cette fois-ci, de la marque Enixport Solutions? Alors, nos clients de la marque Enixport Solutions sont généralement des fabricants d'appareils, hein. Ils nous contactent donc pour que l'on design une batterie qui répond à des contraintes techniques et intègre correctement l'appareil. Donc, des contraintes électriques, des contraintes mécaniques, des contraintes de place, des contraintes de performance. Et donc nous venons finalement leur concevoir une batterie que l'on leur livre et qu'ils intègrent dans leur produit. Dans ce cadre-là, on peut avoir différents cas de figure. J'en ai listé deux, mais en fait, il peut y avoir d'autres cas de figure. Et là, c'est là où je vous orienterai vraiment sur un échange avec votre commercial, hein, pour qu'on trouve vraiment la bonne façon de vous accompagner sur le sujet. Néanmoins, si on reste sur ces deux cas de figure, qu'on va dire assez macro, le premier, c'est qu'effectivement, on va vous livrer donc nos batteries sur votre site industriel, disons français, et derrière, vous les intégrez dans vos produits et vous revendez 100% de ces produits-là dans un des pays de l'Union européenne, disons la France. À ce moment-là, EPRJ pourra continuer à faire la déclaration de mise sur le marché pour vous. Hein, puisque effectivement, on sait in fine où va être mis sur le marché la batterie. Le but, hein, vraiment dans ce système, c'est que on paye à l'éco-organisme du pays sur lequel la batterie est mise en circulation, puisque derrière, c'est dans ce pays-là qu'on imagine qu'elle va être aussi demain collectée et recyclée, hein. Et donc essayer d'avoir finalement un système de collecte et de financement qui soit entre guillemets en vase clos par pays, même si on sait que la réalité est quand même bien différente. En tout cas, c'est le système qui a voulu être adopté dans ce règlement. Donc si on passe sur le deuxième exemple, là, ce deuxième exemple finalement, où on va livrer un fabricant d'appareils d'une batterie qui lui-même va demain vendre sur plusieurs pays de l'Union européenne. Là, bien évidemment, EPRJ ne va pas connaître au moment de la vente le pays de destination de sa batterie. Il pourra donc difficilement faire la déclaration de mise sur le marché à la place, en lieu et place de vous. Donc c'est là où il y aura potentiellement besoin de faire une déclaration de mise sur le marché par le vendeur de l'appareil, hein, donc le metteur sur le marché de l'appareil qui pourrait être le fabricant, hein, toujours, pour rester sur un exemple simple. Et là, effectivement, on pourra accompagner au moins pour orienter vers le bon éco-organisme si c'est sur un pays sur lequel l'UPRJ a aussi des activités, hein. Mais voilà, l'accompagnement ne sera pas le même et il est probable que dans certains cas de figure, en tant que fabricant, vous ayez la charge de la déclaration de mise sur le marché qui sera à faire auprès d'un éco-organisme. Donc voilà, encore une fois, le sujet est moins simple, hein, puisque on a moins de visibilité sur finalement le pays destinataire de la batterie qu'on a fabriqué pour vous, mais à travers un échange, on pourra regarder quelle est la façon la plus simple de réaliser ces démarches administratives et de s'acquitter de cette éco-participation. Les deux risques sont simples. Le premier est payer 2 fois une mise sur le marché. Ce serait quand même dommage économiquement, hein. Les temps sont suffisamment durs pour faire attention à ne pas payer en double. L'autre risque, c'est de ne finalement pas déclarer la mise sur le marché et là de se faire rattraper entre guillemets par la patrouille, puisque voilà, il y a un organisme qui a été nommé pour vérifier que tout le monde joue le jeu et il y aura effectivement des contrôles assez réguliers qui devraient être mis en place pour s'assurer que tout le monde paye bien cette mise sur le marché. Voilà sur ce sujet. J'en profite juste, pareil, j'ai vu une petite question qui a popé dans le chat, donc autant la traiter tout de suite. Alors oui, effectivement, il y a des éco-organismes hors métropole, puisque les éco-organismes vont avoir l'obligation de couvrir aussi les DROMCOM. D'ailleurs, il va y avoir une répartition des DROMCOM entre les éco-organismes, puisque ça va représenter un coût important de collecte, et donc il faut répartir les coûts. Et après, chaque pays
va mettre en place ses propres éco-organismes pour respecter le règlement. Donc, autant de pays, donc autant d'éco-organismes. Même si on est en Europe, on reste encore sur un fonctionnement très parcellé, très pays par pays, qui effectivement peut avoir un côté pas très rationnel, mais qui, en tout cas, est celui qui est mis en place par le règlement. Merci. Donc, merci Johan d'être actif sur le chat. En effet, n'hésitez pas à poser vos questions. Comme vous le voyez, il y en a pour certaines qu'on va prendre tout de suite et pour les autres, on les fera sur la session après pour les questions-réponses. Donc, on arrive à la troisième partie de ce webinaire. Donc, en première partie, je rappelle, on a défini le cadre global de ce nouveau règlement européen. En seconde partie, on a expliqué les responsabilités des metteurs sur le marché, donc la marque, la marque All Batteries et la marque X-Power Solutions et vos responsabilités en tant que client de ces marques. Et pour cette troisième partie, nous allons vous donner un aperçu des impacts financiers que cela représente pour le metteur sur marché, mais aussi vous détailler pourquoi vos coûts, en tant qu'acteur de cette chaîne de valeur, vos coûts vont également être impactés. Pour mieux comprendre ces enjeux financiers vis-à-vis de ce règlement, Johan, il me semble que vous avez réalisé un schéma. Est-ce que vous pouvez nous le détailler? Ouais, c'est un schéma simple, hein, et puis c'est basé sur des estimations qu'on a fait en interne, hein. Donc voilà, c'est juste pour donner un ordre d'idée, et puis pas parce que nous-mêmes on a fait ce travail-là avant tout pour nous, hein, pour savoir de quoi on parle et quel était l'enjeu financier à travers la mise en place de ce règlement, et on a fait le choix de le partager avec vous, puisque pour le coup, de toute manière, c'est des coûts qui seront après publiés, hein, sur la place publique, donc voilà, donc si on regarde un peu le détail de ce schéma, hein, donc en bleu, on a le coût payé en 2023, puisqu'on a fait ce travail en 2024. On a fait aussi une estimation, un coût simulé sur l'année 2023 s'il y avait eu le règlement qui était en place, hein, donc avec les informations qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire des hypothèses, puisqu'encore une fois, les tarifs sont en train d'être construits là par rapport aux nouvelles catégories et par rapport aux contraintes, au cahier des charges qui a été donné par l'État. Donc, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. Quoi qu'il en soit, si on a fait des liens très simples de se dire, bah, sur la catégorie portable, la technologie alcaline coûte tant, on se dit que demain, ça coûtera la même chose sur la catégorie industrielle, hein, c'est un peu la méthodologie qu'on a utilisée. Jusqu'alors, on payait que sur la catégorie portable, hein, sur la France, donc auprès de Battery Box, hein, c'est la première ligne. Et bien, avec cette simulation, qui cette fois-ci couvre 100% des batteries dispatchées dans différentes catégories, ça viendrait coûter plutôt 600 000 euros. Sur d'autres pays comme l'Angleterre, donc Valpac c'est en UK, bah, ils sont hors Europe, donc ils n'ont pas choisi pour l'instant de déployer le règlement européen ou de faire un équivalent dans la loi anglaise, et donc là le coût resterait à peu près le même. On vous a mis aussi l'Espagne pour exemple, puisqu'on a fait aussi un webinaire auprès des clients espagnols ce matin, et donc là en fait un décret royal avait déjà il y a quelques temps, il y a quelques années, mis en place finalement cette obligation de paiement de mise sur le marché pour toutes les batteries, hein, contrairement à la France. Donc, ils avaient pris un petit coup d'avance. Alors le règlement va venir remodeler un peu les catégories et rebattre un peu les cartes, mais à l'heure actuelle, c'est pour ça que pour l'instant on a fait une projection à isopérimètre. Pour Epergy, c'est à peu près 300 000 euros, hein, que ça coûte jusqu'à maintenant. Avec le nouveau règlement, potentiellement, ça coûtera proche des 800 000 euros. Donc clairement, en tant que fabricant metteur sur le marché, comme les autres fournisseurs ou les autres fabricants, ce coût va s'imposer à tout le monde. Après, chacun verra comment il l'intègre et il le répercute auprès de ses clients, mais il faut avoir conscience en tant que client que c'est un coût qui va venir s'imposer à tous les metteurs sur le marché. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous partager ces informations qui sont encore une fois à prendre avec des pincettes puisque ça reste que des simulations. Merci. Lisa, on parle de deux termes qui sont revenus. Yann a beaucoup cité l'éco-contribution, mais il me semble avoir vu aussi éco-participation. Est-ce que éventuellement tu pourrais nous expliquer la différence entre ces deux termes? Alors oui, effectivement, suite à tout ce qu'on a pu vous présenter, on voit bien que la mise en place de cette filière de recyclage sur l'ensemble des catégories qui sont définies par le règlement vont avoir un réel coût pour les producteurs et tout acteur metteur sur le marché. Donc, comme l'expliquait Johan, effectivement, les producteurs sont soumis à l'éco-contribution. Donc, nos marques commerciales à nous sont soumises à l'éco-contribution. C'est un paiement qui est obligatoire, légal et surtout imposé par le règlement aux acteurs du marché qui sont soumis à la responsabilité élargie du producteur.
Donc, depuis de nombreuses années maintenant, nos marques commerciales payent cette éco-contribution à notre éco-organisme Batterybox, dans le cas de la France, bien sûr, pour assurer l'ensemble du processus de la gestion des déchets. Donc, cette éco-contribution, elle est payée aujourd'hui en fonction des mises sur le marché, de la catégorie et de la technologie du produit. Comme indiqué par le règlement, les coûts liés à cette filière recyclage doivent être indiqués pour faire notamment preuve de transparence et on appelle ces coûts-là donc l'éco-participation. Ça va être du coup les coûts affichés sur les factures concernant le produit payé par le client et ils vont devoir figurer sur la facture. Cette éco-participation, elle permet effectivement de participer à la filière de collecte et de recyclage que doivent mettre en place sur l'ensemble des catégories du règlement les éco-organismes au sein de l'ensemble de l'Union européenne, pour pouvoir aussi recycler les produits en utilisant par exemple des méthodes adaptées à chaque caractéristique du produit, donc ça a un certain coût, mais aussi lorsque cela est possible, de permettre la création d'une économie circulaire au travers de la seconde vie et du réemploi, donc c'est ce qu'on appelle aussi le reconditionnement. Ce système d'éco-participation, il vise principalement à répondre au principe de pollueur-payeur défini depuis longtemps et aussi, défini depuis longtemps et dans la loi. Il ne s'agit pas simplement de renforcer la démarche RSE de l'entreprise, il s'agit surtout d'être en totale conformité avec la loi et les exigences du règlement européen. Donc l'affichage de cette éco-participation va permettre, c'est important de le notifier, que ça va permettre d'avoir une visibilité transparente sur le coût de collecte et de revalorisation sur l'ensemble de la chaîne de valeur du produit. Eh bien, Lisa, je vais reformuler d'une façon très simple pour voir si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi. Donc, l'éco-contribution, c'est vraiment pour les metteurs sur le marché, c'est ce qui vont contribuer aux éco-organismes. Et l'éco-participation, c'est la partie qui sera affichée pour le client, pour sa participation également, c'est ça? Ça, j'aurais pas dit mieux, Younes. Parfait, merci Lisa. C'est grâce à tes explications notamment. Donc, je pense qu'on arrive à la fin de cette partie présentation en fait de ce webinaire. Donc, merci à vous deux pour ces explications. Je vous propose qu'on passe à la partie questions-réponses. Je vois que les auditeurs et auditrices ont été pas mal actifs. Il y a beaucoup de questions. On vous remercie hein, de cette implication. C'est très bien. Ça va nous permettre d'avoir une session bien animée sur les questions-réponses et puis challenger Johan et Lisa sur leurs connaissances. S'ils vont pouvoir tout répondre ou pas. Alors, si on Je vais sait lancer. pas, si on sait pas, on répondra qu'on sait pas, hein. Après, vous pourrez toujours creuser la question et Voilà, répondre. Je vous donnerai l'adresse email du client pour que c'est ça. vous Voilà. lui Mm. renvoyez la réponse. Donc, je vais prendre la première question. Il me semble qu'on ne l'a pas traitée. Donc, qu'est-ce qu'un producteur? Est-ce qu'on parle d'un producteur de piles ou de produits contenant des piles quand on parle de producteur? C'est vrai que la notion de producteur est définie dans le règlement comme producteur de batterie, puisque c'est un règlement qui s'adresse sur le marché de la batterie. Mais dans notre présentation, on a parlé de producteurs de batterie dans une première partie, et après on s'est adressé effectivement aux clients d'Enixport Solutions notamment, qui sont eux-mêmes des producteurs, des fabricants, et donc là pour le coup c'est les fabricants de l'appareil. Ce qu'il faut retenir derrière ça, en fait, hein, qu'on soit producteur, fabricant, importateur, c'est la notion de mise sur le marché. Hein. Et donc, c'est l'acteur qui met la première fois la batterie, qu'elle soit dans l'appareil ou pas dans l'appareil, sur un marché de l'Union européenne, donc dans un pays de l'Union européenne, qui va avoir la charge de faire la déclaration de cette mise sur le marché auprès de l'éco-organisme qu'il aura sélectionné dans le pays. Donc, ça peut être le fabricant de l'appareil ou le fabricant de la batterie en fonction des situations. Question suivante, je vais remettre un peu de contexte. Vous avez parlé, quand vous avez parlé des différentes catégories, vous avez cité certains poids de batterie. Donc, on a cet auditeur qui nous demande, quand on parle de poids net de la batterie, est-ce qu'il y a le poids net et le poids brut de la batterie, donc qui comprend les BMS, les protections, le boîtier. On parle de quel type de poids Ça, j'en ai parlé précisément? effectivement Ouais. quand j'étais sur le sujet. Hein, c'est bien le poids brut hein, de la batterie, hein, c'est-à-dire qui inclut le, tous les composants, pas uniquement l'assemblage de cellules. Hein, ça inclut le boîtier, ça inclut la protection, l'électronique qu'il y a dans la batterie. Voilà, c'est le poids complet de la batterie. Question suivante, merci Johan. Question suivante, donc est-ce qu'une batterie qui contient des piles lithium-D est considérée comme portable si elle fait moins de 5 kilos?
C'est avant tout la notion d'application, c'est-à-dire que si cette batterie elle a été conçue pour une application industrielle, dans tous les cas, elle sera considérée comme une batterie industrielle. La catégorie portable, c'est à partir du moment où elle n'a pas été considérée pour être une application industrielle et qu'elle fait moins de 5 kilos et qu'elle n'est pas de technologie plomb. Là, à ce moment-là, elle pourra être mise dans la catégorie batterie portable. Pour la question suivante, on va aborder le côté international. Donc, notre auditrice nous demande est-ce qu'il y a des éco-organismes hors de France ou des partenaires connus pour le recyclage de batteries? Et en seconde question, elle précise dans quelle zone enfin, le groupe UPRJ procède à la collecte et où est-ce que se trouvent les différents points de collecte. Alors, en ce qui concerne les éco-organismes, donc oui, on en a hors de France, puisque ce règlement a quand même une portée européenne, hein, donc tous les États membres doivent se conformer à ce règlement. Donc, il y a effectivement des éco-organismes qui sont définis par pays. Maintenant, c'est à voir effectivement en fonction du pays lesquels existent. Et en ce qui concerne la deuxième question, si on prend l'exemple de la France, donc nous, on a des points de collecte. Alors nous, en tant que producteurs, on a des points de collecte au travers effectivement de nos clients qui ont payé jusqu'à maintenant la CPE pour pouvoir avoir ce service de battery box. Mais un point de collecte normalement est sur l'ensemble du territoire. Ce point de collecte aura l'obligation de collecter toutes les batteries qu'on lui ramène. Hein, C'est c'est ça. vraiment une obligation du règlement pour maximiser la collecte. Au moment de la collecte, celle-ci ne doit pas être conditionnée ni à un tarif, ni à un rachat de quoi que ce soit. Ce point de collecte doit collecter toutes les batteries qu'on lui ramène. Hein, ce sera vraiment un enjeu et une obligation forte pour les points de collecte de ne pas refuser la collecte d'une batterie sous prétexte que ce soit pas son client ou qu'on est plutôt sur une clientèle professionnelle et c'est un particulier. Voilà, on n'aura pas le droit d'utiliser un critère pour refuser la collecte d'une batterie en tant que point de collecte. C'est bien, j'ai une question assez technique que je ne vais pas reformuler pour ne pas la dénaturer. Je vais plutôt lire exactement la question comme elle a été posée. Donc, bonjour, en tant que distributeur importateur de dispositifs médicaux, adhérents et cotisants à écosystème, sont-ils habilités, donc on parle d'écosystème, à récupérer les batteries ou celles-ci devraient être renvoyées aux fabricants des dispositifs médicaux en charge de la collecte et du recyclage? Donc, il faut qu'on se renseigne sur le système Mm. d'écosystème. Hein, et que l'on vérifie si dans la collecte de l'appareil, ils ont derrière une connexion avec un éco-organisme spécialisé sur les batteries. C'est bien possible. Il y a vraiment des ponts qui se créent entre les éco-organismes, et notamment les éco-organismes des batteries se sont rapprochés d'autres systèmes d'éco-organismes, notamment pour apprendre sur la façon de mettre en place les filières de seconde vie. Hein. Et donc, il y a des liens qui ont été faits, des ponts qui ont été faits. C'est bien possible qu'il y ait ce pont-là qui existe. On prend la question, on vérifiera et on fera une réponse effectivement à l'auditeur qui a son nom qui s'est affiché. Il y a une seconde question de la part du même auditeur qui nous explique que tous les fournisseurs et fabricants des dispositifs utilisant ces batteries sont basés hors de France, mais en Union européenne. Et donc, est-ce que ces fournisseurs et fabricants, est-ce qu'ils seront en charge de la collecte et du recyclage, ou bien c'est à la charge des distributeurs du produit fini de le faire? Alors, comme ils sont les premiers à vendre en France, il faut s'assurer qu'ils ont bien adhéré à un éco-organisme pour bien s'acquitter de l'éco. De l'éco-participation. Hors-delà de ça, en fait, que l'importateur soit en UE ou soit hors UE, tant qu'il n'a pas mis la batterie sur le marché, il n'a sûrement pas encore fait cette démarche. Hein. C'est au moment où il va la vendre dans un des pays qu'il devra faire cette démarche. Il la fait pas, à ce moment-là, il faut avoir un échange avec lui, puisque en fonction de votre rôle en France, vous pouvez
dans certains cas, avoir été considéré comme par le fournisseur comme étant le metteur sur le marché. Ce qui, dans le cas d'un client All Batteries, n'aurait pas forcément de sens, mais dans le cas d'un client Enixport Solutions, pourrait en avoir. Donc voilà, si effectivement, en tant que client, vous achetez une batterie à un fournisseur, un fabricant, un importateur qui soit en Europe ou hors Europe, il est censé avoir fait les démarches de déclaration auprès de l'éco-organisme de votre pays. Puisque vous-même, vous êtes consommateur du produit, donc vous n'avez pas cette charge. Et vous Bien, devrez le voir sur votre facture d'ailleurs, hein. Sur la facture, vous devrez avoir l'indication qui correspond à ce coût qu'il aura dû, sur lequel il aura dû s'acquitter, quoi. parfait. Nous allons prendre une nouvelle question. Donc, on a un auditeur qui nous demande est-ce que la régénération de batterie est-elle assimilée à du reconditionnement? Alors, je pourrais pas vous répondre à cette question. Elle est très précise. Le règlement, en fait, reste assez général hein, sur beaucoup de questions. Des actes délégués devraient sortir au fur et à mesure. Pour l'instant, sur l'aspect collecte et recyclage, il y a peu d'actes délégués, voire pas, en tout cas, sur ces questions-là qui sont sortis. Néanmoins, on est très attentif à ce qui pourrait sortir, notamment sur la question de la seconde vie, hein, du reconditionnement et de la seconde vie. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être précisées, notamment le comité stratégique de filière travaille sur ces sujets-là pour avoir des précisions de la part de l'Europe, hein, sur notamment le statut d'un déchet à partir du moment où il est reconditionné et remis sur le marché, il y a une difficulté en fait. Un déchet aujourd'hui ne peut pas rechanger de statut pour redevenir un produit, et le statut d'un déchet n'est pas du tout le même statut qu'un statut d'un produit, et donc les obligations ne sont pas les mêmes dessus. Donc c'est un sujet complexe sur lequel il y a encore besoin de beaucoup de précision, notamment pour que la filière de la seconde vie puisse s'organiser sereinement sur un business model qui soit fiabilisé, quoi, viabilisé dans le temps. Donc, à ma connaissance, cette question n'est pas tranchée, mais nous faisons aussi partie du comité stratégique de filière dans lequel ces questions-là sont abordées. Donc, c'est des choses qui, lorsqu'elles seront précisées, nous devrions avoir la connaissance. Il ne faudra pas hésiter à se rapprocher de votre commercial pour vous faire repréciser ou demander d'être tenu au courant sur ce sujet. Et on reviendra vers vous pour vous tenir informé quand les règles seront précisées là-dessus. Très bien. Nouvelle question. Donc, cette auditrice nous demande, le règlement étant européen, qu'en est-il des mises sur le marché hors Union européenne? Est-ce que le metteur sur le marché, est-ce qu'il doit respecter le règlement car son produit est acheté en Europe? Ou alors c'est la réglementation du pays de vente qui prévaut à ce moment-là? Et si c'est le cas, est-ce qu'on a des notions, enfin des informations sur la réglementation aux États-Unis et au Canada, par exemple? C'est vraiment la réglementation de mise sur le marché, hein. Donc en fait, vous pouvez acheter en Europe. En fait, si vous mettez sur le marché un marché qui est hors Europe, bah, tout ce règlement n'est pas opposable, hein. Donc le règlement, il est fait pour les pays européens et donc pour les mises sur le marché des pays européens. Donc ça marche dans un sens, hein. Si vous achetez hors Europe et vous mettez sur la batterie sur un marché européen, le règlement s'impose. Par contre, dans l'autre sens, si c'est pour mettre sur un marché hors Europe, eh bien là, c'est plus les règles du règlement européen qui s'opposent, c'est les règles de la zone et ou du pays. Et pour répondre complètement à la question, à moins que Lisa, tu aies des informations complémentaires, mais je n'ai pas vraiment de connaissances sur le marché US ni Canada, donc je pourrais pas répondre à cette partie-là de la question. Moi non plus, désolée. Il nous reste beaucoup de questions, hein. Le webinaire arrive à sa fin. On va essayer de répondre à quelques-unes et ensuite on adressera des réponses par mail. J'ai une première question qui est peut-être rapidement, est-ce qu'il y a un maillage géographique minimal sur les points de collecte de batterie? Hum, Un minimal, alors je suis pas sûr de bien cerner la question. Quoi qu'il en soit, il va y avoir un maillage le plus rationnel possible économiquement pour massifier et pour optimiser cette collecte, hein, qu'elle coûte le moins cher possible à la filière et qu'on collecte un maximum de batteries. Voilà, mais pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de critères qui, à ma connaissance, ont été définis pour avoir un maillage minimal de points de collecte, hein.
À moins que Lisa, j'ai raté quelque chose dans le règlement, mais je ne crois pas qu'il y ait quelque chose par rapport à ça. Il y a des objectifs macro hein, pour maximiser la collecte, mais après, la mise en œuvre, elle, est mise un peu entre les mains C'est des ça. différents États. Hein. Mm. J'ai une question d'un client d'Enix Power Solutions. Donc, il dit dans le cas où la marque Enix Power Solutions crée une batterie sur mesure pour un client qui s'en sert pour l'intégrer sur un produit fini et commercialiser le tout, est-ce que la vente de la batterie avant intégration est-elle une mise sur le marché ou bien la mise sur le marché n'a lieu qu'au moment où le produit fini est commercialisé? Ouais, c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. Hein. C'est pas simple, mais effectivement, la mise sur le marché de la batterie se fera à l'occasion de la mise sur le marché de l'appareil, puisque en amont, quand on vous livre la batterie, on ne sait pas dans quel pays vous allez vendre le produit et donc dans quel pays va se retrouver en circulation la batterie et donc demain, dans quel pays elle va être collectée et recyclée. Donc c'est bien au moment où vous mettez le produit sur le marché que la batterie se retrouve à être mise sur le même marché puisqu'elle est intégrée dans le produit. Donc après là où on peut s'organiser, c'est que si vous au moment où on vend la batterie, vous savez déjà où vous allez vendre vos appareils puisque vous êtes disons monomarché, vous vendez tout en Espagne, tout en France, tout en Italie. Là on pourra s'organiser effectivement pour continuer à faire la déclaration de mise sur le marché et vous éviter effectivement des démarches administratives. Mais dans des cas où vous ne savez pas en finalité où va se vendre l'appareil, ce sera plus compliqué de vous accompagner, en tout cas pour faire la déclaration à votre place. Je vois qu'on a encore beaucoup d'auditeurs qui sont avec nous, donc on va essayer d'arriver au bout de quelques questions. En fait, quelles sont les obligations de marquage sur le produit fini quand une batterie? Est-ce qu'il y a des obligations de marquage sur un produit fini qui intègre une batterie? Ah, on sort un petit peu du sujet du jour. Il y a beaucoup d'obligations de marquage. Le règlement européen a d'ailleurs, sur une échéance de l'année dernière, remis à plat toutes les obligations de marquage, en tout cas sur la batterie. Hein. Sur le produit qui intègre la batterie, là, on rentre dans un domaine un peu trop, un peu trop technique pour moi aujourd'hui. Et là, effectivement, c'est un échange à avoir plutôt avec votre commercial d'Enix Power Solutions, j'imagine, vu la teneur de la question. En effet, ça doit être ça. Et puis, une dernière question, on va prendre une dernière question. Donc, quelles sont les bonnes pratiques pour le transport sécurisé des batteries vers les points de collecte? Euh, Alors, en ce qui concerne les batteries lithium, par exemple, c'est vrai qu'il y a une procédure de sécurité hein, qui est mise en place par Battery Box à ce sujet. Donc là, le principal élément, c'est de pouvoir sécuriser chaque pile et batterie lithium de façon individuelle hein, pour éviter tous les risques incendie. Mais on a tout un document de la part de Battery Box qui reprend toutes les consignes de sécurité des produits dans le cadre du transport. Donc, on vous l'enverra sans problème pour que vous puissiez avoir tous les détails à ce sujet. Merci, merci. Nous allons clôturer donc ce webinaire. Merci Lisa, merci Johan pour vos explications. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices. Vous étiez nombreux, vous étiez actifs, ce qui a rendu l'échange très intéressant. Nous vous enverrons donc le replay de cette session webinaire par email à tous les participants. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions à l'adresse email qui est toujours affichée à votre écran, donc rse@superj.com. Nous reviendrons vers vous. En effet, comme a précisé Johan, il y a encore des choses qui ne sont pas encore tranchées, il y a encore des évolutions à venir. Donc, le groupe UPRJ reviendra vers vous, soit à travers une nouvelle session de webinaire ou à travers des informations qui seront publiées sur le site Internet. Donc, nous vous tiendrons au courant de toutes les évolutions de ce règlement. Merci à vous. Nous restons donc à disposition et on vous souhaite une très belle journée. Merci à vous tous. Merci. Merci à Au Bon tous, bonne revoir. journée. après-midi. Merci, au revoir. Au revoir.